Donc je peux dire que l'attitude générale de ces Algériens pendant la Première Guerre mondiale a été celle d'un attentisme prudent. Que va être l'avenir? Et c'est cet attentisme prudent qui a été baptisé par l'administration française, qui a été baptisé loyalisme. Ils ne se révoltent pas, donc ils sont loyalistes. Bien sûr, il y avait un loyalisme intéressé de la part de tels notables, de la part de tels agents d'administration qui espéraient bien tirer des profits d'un grand nombre d'engagés, d'un grand nombre de gens qui ne protesteraient pas, bien sûr, mais vous avez eu des gens qui y croyaient. Je donne un exemple que je connais assez bien, j'ai étudié les archives là-dedans. Ceux qu'on appelait, entre guillemets, les élèves maîtres de l'école normale de Bouzaréa, les futurs instituteurs, ont été parmi les plus importants à s'engager volontairement dans l'armée française. Pour eux, ils croyaient à l'idée d'une union sacrée de la civilisation contre la barbarie. Alors, en France, au début de la guerre, je viens sur le terrain maintenant du front, les jeunes recrues ont beaucoup souffert. La guerre de mouvement de 1914 a provoqué des hécatombes, des morts, des mutilés, des gelures de pied, des cathareux, des pulmonaires, des phtisiques, et il y a eu des paniques, et il y a eu des abandons du champ de bataille, et il y a eu des refus de marcher, d'où des exécutions sommaires et des décimations que j'ai vues dans les archives et que j'ai prouvées. Et j'ai fait un article sur les décimations dans l'armée française à un moment où un historien renommé sur la question avait dit qu'il n'y avait jamais eu de décimation dans l'armée française. Et là, ça m'a valu à l'époque quelques petits désagréments. Bien. Il y en a eu 3, dans 3 divisions, je ne vous dirai pas lesquelles. La première, ça a été des Juifs d'Algérie. On en a tué 1 sur 10 dans une compagnie. La deuxième, c'était la 37e, c'était des Algériens. Là aussi, pareil. Et la dernière, c'est, si je me souviens, oui, le 15 décembre 1914, c'était dans la 38e. Donc là, c'était des Tunisiens. Bien, peu importe. Et ensuite, s'installe la guerre de position. Et je n'ai plus vu la trace d'une seule décimation. Ah, voilà. Mais il faut dire que lorsque vous êtes dans les archives de Vincennes, lorsque vous voyez les archives, les cartons d'archives de 1914, pour une division, c'est 3 mètres de long. En 1915, c'est 1 mètre. En 1916, c'est ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on écrit de moins en moins. Le téléphone s'est installé, la guerre de position s'est installée, avec elle le téléphone. Si bien qu'il y a peut-être eu, mais je n'en sais rien, des ordres d'exécution qui ont été donnés et des exécutions qui ont été faites, mais on ne peut pas le savoir comme on pouvait le savoir à la bonne vieille ressource écrite des papiers de 1914. La technologie commençait déjà à faire ses fruits. Bien. Pendant l'hiver 1914-1915, certainement par crainte que se produise une insurrection, et pour mieux encadrer les hommes, le commandement militaire a repris en main et a mieux instruit ces Algériens, ces tirailleurs. Et quand on voit les rapports des supérieurs sur les tirailleurs algériens en 1914 et qu'on les compare à ceux de 15, 16, 17, 18, ça n'a plus rien à voir. Les rapports à partir de 1915-16 deviennent... c'est des apothéoses, on les encense de plus en plus, que ce soit à l'Artois, dans la bataille d'Artois, sur la Somme, à Verdun, et puis dans l'effroyable chemin des Dames. Et l'apothéose, c'est en 1918. Et le plus extraordinaire, c'est que les soldats qui reçoivent le plus de décorations, qui sont le plus décorés, vous savez lesquels c'est ? Ce sont ceux du Constantinois qui ont participé à l'insurrection de 1917, qui ont été enrôlés de force et qui reçoivent... Alors, il y a eu certainement des calculs de la part des dirigeants, des chefs militaires, dans leur volonté de les apprivoiser, mais c'est quand même assez étonnant pour un historien de voir ça. Je dirais que ce qui
il y a eu certainement une bonne politique indigène, séductrice. On va plutôt de les frapper, on va faire des négociations. Mais moi je dirais, ça m'a valu des ennuis de la part de certains gauchistes historiens, il y a eu une véritable, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, une véritable intégration des Algériens dans l'armée française. Et finalement, du fait de l'intelligence d'un certain nombre d'officiers, l'ordre militaire est apparu à beaucoup d'Algériens, ils le disent dans leurs lettres, moins oppressif et moins discriminatoire que ne l'était l'ordre colonial. Pourtant, au départ, par exemple, pour les permissions, les Algériens n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Par exemple, il ne leur était pas permis d'aller dans des familles françaises. Mais dès le début, il y a des familles françaises qui ont accepté de les recevoir. Et les Algériens ont très vite compris comment il fallait pour négocier, pour passer en dessous, dans le souterrain. Et finalement, à partir de 1917, je ne dirais pas qu'il y a une totale égalité, mais il y a quand même beaucoup moins de discrimination. Et je peux dire que, d'une manière plus générale, pour toutes les guerres, dans cette boucherie qui broyait indistinctement les hommes, qu'ils soient français, qu'ils soient, etc., une peau en valait une autre. Et il y a eu une régression conjoncturelle, j'entends bien, de la discrimination. Et l'accueil des civils français, lorsqu'ils ont vu arriver ces Algériens, a été en général assez chaleureux, voire même enthousiaste, avec des nuances. Bon, je parle de pays que je connais un peu. À Aix-en-Provence, ils n'ont pas été très bien accueillis. Mais je ne sais pas si vous connaissez Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il n'y a pas que Caroline Fourret. Il y a aussi une grande bourgeoisie, Caroline Fourret en est issue d'ailleurs, qui est très catholique, qui est très comme ça, et ils ont été mal accueillis à Aix-en-Provence. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un camp près d'Aix-en-Provence, on l'a évacué ailleurs. En revanche, dans le Languedoc, pays viticole, ils ont été accueillis à... Ce sont les victimes de ces salauds qui nous font baisser les prix de notre vin. Bon, c'est-à-dire qu'ils étaient anticolonialistes par concurrence contre les producteurs de vin algériens. Et puis là, il y a deux officiers qui ont relevé ça. À Alès, ils sont accueillis, Alès, gare. Ils sont accueillis en transport et l'officier dit « Oui, mais la majorité de la population qui les a bien accueillis, ce sont des protestants. » Et ils reçoivent bien des musulmans. Autrement dit, les minorités religieuses peuvent s'entendre, peuvent se concerter. Bien, j'en sais rien, mais... Et puis il y a eu aussi, du fait de l'astuce d'un certain nombre d'officiers, le fait que l'esprit de corps militaire ont fait qu'il y a eu une sorte de transposition de l'ordre clanique à l'ordre régimentaire. Et beaucoup de colonels, qui n'étaient pas des imbéciles, ont pu fournir aux Algériens l'image séduisante d'un colonel qui se conduisait comme un chef clanique, comme un chef tribal, comme un caïd gentil, et bien, qui les apprivoisait convenablement. Bien. Globalement, donc, vous verrez les statistiques, l'Algérie a fourni à la France autour de 250 000 hommes jeunes, souvent c'était des adolescents, et pour la première fois de leur vie, avec les ouvriers dont je vais parler maintenant, ils ont connu les vents de l'extérieur, ils ont humé les vents de l'extérieur pour le pire, mais peut-être pour un meilleur, avec une interrogation. Alors, deux mots sur les ouvriers. Tout d'abord, pour vous dire qu'à la veille de la guerre de 1914, il y avait très peu d'ouvriers algériens en France. J'ai vécu donc 29 ans en Lorraine, j'ai pu interroger beaucoup de familles algériennes qui travaillaient dont les parents, enfin j'avais des étudiants d'origine algérienne, ils avaient souvent un accent lorrain absolument, c'était très marrant. Il y en avait un, il s'appelait Abdelrahman, mais au début, quand il parlait, je lui disais, parle plus lentement, il avait un accent de Metz, et l'accent de la Moselle, si vous connaissez le coin, c'est quelque chose. Enfin, peu importe, ça c'est des détails personnels. Donc, il y a eu, brusquement, pendant la guerre de 14, une montée spectaculaire, exponentielle, des travailleurs algériens. Bon,
On sait que pendant pendant les 15 premiers mois de guerre, les Algériens étaient libres de se faire embaucher comme ils le voulaient, par les entreprises qu'ils voulaient. On les a appelés les travailleurs libres. Alors, voilà. École professionnelle municipale, là j'ai recopié intégralement, municipale de blessés militaires, atelier de confection de travail de la fourrure. Tassin la demi-lune, alors comme je fais cette conférence ailleurs qu'à Lyon, j'ai mis banlieue ouest de Lyon, au centre en premier plan, un ouvrier algérien devant la table de travail, et ça c'était bien dans la légende, hein. C'est ce monsieur. Les verreries de la Mulatière à Lyon. Alors j'ai mis Confluence Rhône-Saône parce que comme je vais faire ça à Besançon, un jeune ouvrier algérien, il est à main droite. Il est à droite. Il a quoi? 18 ans, non? 18, 19 ans, 20 ans. 20 ans? 18, 20 ans, je sais pas. En tout cas, lui, il est habillé. Du point de vue habit, il est intégré. Hein. Il est intégré, il n'y a pas de... Et puis, il y a eu des décrets qui ont fait que c'est devenu impossible. Et il y a eu toujours des travailleurs clandestins, mais on les a appelés ceux qui ne sont pas les recrutés administratifs. Les recrutés administratifs, c'était ceux qui étaient recrutés sous la direction de l'armée qui venait prendre son lot dans les tribus qu'on lui avait conseillé de visiter. Bien. C'est la situation de ces jeunes travailleurs recrutés donc entre guillemets administrativement, parfois de jeunes adolescents, souvent désignés par leur caïd comme devant faire l'affaire, elle a été remarquablement étudiée par le sénateur du Rhône, Paul Cazeneuve. Je vous en parle parce que j'ai habité pendant 17 ans de ma vie au 37 de la rue Paul Cazeneuve, donc quand j'ai vu ça dans les archives, ça m'a fait quelque chose. Et c'est un rapport terrible, mais en même temps pudique, de ce sénateur. Et lui, finalement, il se rallie aux vues des jeunes Algériens. Oui, il faut leur donner la citoyenneté. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Alors que le sénateur Cazeneuve, il devait être radical. C'était pas un gauchiste effréné, vous voyez. Bien. Donc, vous avez, dans la dernière page de mes statistiques, vous avez le recrutement des travailleurs algériens pendant la guerre de 1914-1918. Bon, je passe rapidement sur des détails, parce que je ne voudrais pas vous encombrer l'esprit, et sur les effets globaux de cette guerre sur l'Algérie. Donc, simplement, les hommes s'initient à une vie qui n'est plus celle de leur pays d'origine, de leur tribu, de leur douar. Les ouvriers connaissent l'usine, ils connaissent la revendication, certains connaissent la grève, certains participent à des grèves. Et certains, et de plus en plus au fur et à mesure que la guerre se prolonge, connaissent des familles françaises, et cela, ça crée des habitudes qui ne sont pas forcément compatibles avec le maintien de l'ordre colonial. Bien. Et en Algérie, il suffit de voir la presse de l'époque, la presse en français, bien sûr. Il y a une espèce de hantise de ce qu'on appelle dans le Républicain de Constantine, par exemple, entre guillemets, c'est l'esprit ouvrier de France. Ou alors, là, c'était pas dans le Républicain de Constantine, c'est dans la dépêche de Constantine, nous avons affaire au syndrome du tirailleur libéré. Bon. Nouvel état d'esprit des indigènes au lendemain de la guerre, et je vous signale quand même que les futurs cadres de l'Étoile nord-africaine, qui est le premier parti qui annonce les prolégomènes du nationalisme algérien, créé en mars 1926, passent par le Parti communiste. Par exemple, Hadj Ali Abdelkader, qui crée l'Étoile nord-africaine dans le giron communiste, tout le monde le sait, en mars 1926, ou Messaleh Hadj, qui reprend en main l'Étoile nord-africaine puis après, eux sont tous passés par le Parti communiste, Messaleh un peu moins qu'Hadj Ali Abdelkader, mais Hadj Ali Abdelkader était un cadre du comité directeur du Parti communiste. Ça, on l'oublie assez souvent. Donc, moi, je dirais qu'en gros, la France, à la fois, elle opprime, bien sûr, mais en même temps, elle libère. Connaître la norme du travail d'usine, connaître la technologie moderne, la technologie militaire notamment, connaître les images de l'efficacité industrielle. Je vous lis
ça m'avait frappé. Le tirailleur Mohamed Mekdoud, le pauvre, il est traduit en 1917 en conseil de guerre pour avoir fait parvenir à sa maman son livret d'instructions sur le fusil mitrailleur. Et il y avait un mot accompagnant ce livret d'instructions. Il lui dit « Je te demande, maman, de conserver soigneusement ce livret, cela pourra nous servir plus tard. » Mais je ne l'invente pas. Bien. Donc, pour ce qui est des pertes, du nombre de morts et de blessés, le prix payé par les Algériens en nombre de morts et de blessés a été sensiblement le même que celui des Français, mais ils ne sont pas morts exactement de la même façon, parce que on sait que beaucoup de Français sont morts dans les tranchées, suite notamment à des gelures de pied, à des maladies, et on voulait absolument éviter ça aux Algériens. Et les Algériens avaient été désignés par la direction militaire comme étant des troupes de combat, des troupes d'assaut. Donc on les faisait donner pour les assauts. Et quand l'assaut avait été fait, on les retirait du front et on les mettait en garnison à l'arrière. C'est-à-dire qu'ils sont morts davantage que les Français en première ligne, mais ils sont moins morts dans les tranchées que les Français. Je signale quand même, parce que c'est très peu connu, qu'un certain Georges Clemenceau a réussi à obtenir du Parlement une loi qui vote l'égalité des pensions de guerre des Français et des Algériens. Je le sais parce que tout le monde le savait à Constantine à l'époque. Il y a eu une délégation, il y avait Morino de Constantine, qui sont lui dire, mais enfin, vous ne pouvez pas donner les mêmes pensions à des indigènes, c'est pas possible. Et d'après les oreilles indiscrètes que j'ai entendues, Clemenceau n'aurait rien dit, il les aurait laissés parler, et il les aurait conduits à la porte, il aurait ouvert la porte et leur aurait dit « Messieurs, la sortie est ici, messieurs, je vous en... » Bon. Alors, est-ce que c'est vrai? En tout cas, à Constantine, beaucoup de vieux tirailleurs savaient ça. Et Clemenceau, pour les gens de cette époque, c'était une espèce de dieu. Alors, en France, l'image de ceux qu'on appelait les turcos, les tirailleurs, on les appelait les turcos, ça vient du turc, elle a été plutôt sympathique, mais avec des stéréotypes qui ne sont pas les mêmes que les stéréotypes racistes visant les Noirs, les Africains noirs. Il y a d'autres travaux sur les Africains noirs dont on pourrait parler, mais c'est sûr que l'Algérien, pour le stéréotype, c'était un guerrier essentiel, et il fallait quand même contenir un petit peu ces débordements extra-guerriers. Hein. Il fallait quand même pas qu'il touche trop aux dames françaises, parce qu'on ne sait jamais. Et je me rappelle, voilà. Donc ils étaient vus comme des sous-prolétaires loqueteux, mais souvent désorientés, et qui étaient, je cite, avides de femmes françaises, dangereux chevaliers de la tuberculose et de la vérole. Fin de cite. Ça ne s'invente pas. Donc, il y a eu un ancrage de stéréotypes à la fois dévalorisants, mais valorisants. C'est des vrais guerriers, c'est des grands guerriers, et en même temps, vérole, enfin, bien. Et alors, ceci dit, même intégrés dans l'armée française, les Algériens n'ont perdu leur sens critique que provisoirement. Ils n'ont pas perdu leur algérianité au sens où la patrie absente, ils en ont éprouvé un regret, et c'est peut-être bien par l'absence de la patrie que a commencé à se construire une algérianité. Parmi les transformations, avant la guerre, l'école française, vous savez que c'était vraiment très peu de choses. 5% d'enfants scolarisés en 1914. Moins de 15% en 1954, autour de 10% en 1939. Eh bien, alors que, avant la guerre, on le sait parce qu'il y a eu une thèse sur ce sujet, même s'il y avait très peu d'écoles, il fallait souvent tirer les enfants pour qu'ils y aillent. Ils refusaient d'y aller parce qu'ils ne voulaient pas être on disait mtourni au randais, je ne sais plus, comment on dit ça? Naturalisé? Non, pas naturalisé, mtourni, qui a tourné kazakh. Oui, on disait à Constantine Zegaouri.
Gauri. Oui, ça vient de kafir, à mon avis. Kafir, C'est du turc, c'est des apostats, enfin, je ne sais pas bien comment on traduit. Non, pas apostats, des mécréants. Voilà, c'est ça. Bien. Alors qu'après la guerre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'école française a gagné la donne. Vous avez, alors qu'on a promis à des gens que dans tel douar, il y aura une école, il n'y en a pas eu, il y a eu des manifestations dans les années 20 où les gens disaient « Nous voulons des écoles en français ». Donc c'est extrêmement différent. Mais en même temps, les ulémas aussi gagnent du terrain. Les deux, parallèlement. L'association des ulémas musulmans algériens, qui sera créée, vous le savez, par Cheikh Ben Badis en 1931, elle a un terreau sur lequel elle peut, dans le Constantinois notamment, travailler. Mais dans le Constantinois, il y a eu aussi des gens qui réclamaient des écoles françaises. On peut faire deux choses, on peut être deux choses à la fois. Et enfin, il y a eu de réelles attirances, notamment pour le mouvement ouvrier, pour le milieu des travailleurs en France. Lorsque l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir, un des X petit-fils d'Abdelkader, est venu en France, lorsqu'il a démissionné de l'armée française en 1919, il a réussi à imposer sa démission. Il a été accueilli, il faut voir comment, par des ouvriers français qui étaient, certains étaient communistes, d'autres ne l'étaient pas. Il a littéralement triomphé, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler en épilogue, en juillet 1924 à Paris. Bon. Or, après la disparition de l'émir Khaled, je vais vous en parler tout de suite, puisque l'émir Khaled, il a été élu délégué financier en 1920, c'est-à-dire c'était c'était l'Assemblée algérienne, et cet émir Khaled, il a fait campagne publiquement pour l'égalité citoyenne. Je me rappelle, il a reçu à la mosquée Sidi Abdelrahman en 1922, le président, ça devait être Mitterrand à cette époque-là. Et le président, avant d'entrer dans la mosquée, il avait relevé ses... Bon, comme tout le monde, et il lui a dit « Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir chez nous. » Alors que Mitterrand disait « L'Algérie et la France, je suis chez moi. » Ça provoquait des petites valses hésitations. Bien. Et en 1926, vous savez que l'étoile nord-africaine émerge du giron communiste, de l'Union intercoloniale, qui était une association sous l'égide du Parti communiste. C'est elle qui avait fondé, en 1921 ou 22, je ne sais plus, le journal Le Paria, animé par des gens que vous connaissez peut-être, comme Lamine Senghor, le Sénégalais, ou Ho Chi Minh aussi, le Vietnamien. Donc, en épilogue, ce que je dirais, c'est que en Algérie, tout a changé. Mais même si tout a changé, rien n'a décisivement changé, n'a vraiment changé du point de vue du système de pouvoir. Il y a eu la loi, ce qu'on appelle la loi Jonard, qui a raboté quelques aspérités un petit peu trop voyantes des inégalités, de la discrimination, notamment en matière fiscale. Et il y a eu aussi des distributions de ce qu'on appelle les licences de café mort. Bon, il s'est bien conduit, on va lui donner une licence de café mort. Mais en même temps, comme il y a eu une légère, mais réelle quand même, augmentation des élus algériens dans les assemblées locales, aux élections locales, il n'y a jamais eu de députés au Parlement à cette époque-là. Bien. Pour la première fois, les Algériens ont commencé à prendre en main ce qu'était une campagne électorale, ce qu'étaient des meetings, ce qu'étaient des discours publics. Mais encore une fois, je le répète, la grande promesse de 1914, la citoyenneté en échange du service militaire obligatoire, n'a jamais été une seule fois sérieusement envisagée par Paris. En août 1920, la Chambre des députés reconduit, la Chambre Bleu Horizon, reconduit le Code de l'indigénat, qui avait été suspendu en 1904. Donc voilà, en conclusion, épilogue, suite à cette guerre, les frustrations ont été grandes parce que les Algériens ont été conscients d'avoir aidé la France à l'heure du danger, ils se sont sentis valorisés, et au fur et à mesure que les années passent, devant la déception, s'installe chez les Algériens, j'ai
j'ai interrogé beaucoup de vieux tirailleurs à l'époque où ils étaient encore en vie, cette idée que ceux qui ont gagné la guerre, ce sont les tirailleurs et les Américains. Donc, je dirais, pour terminer, que la Première Guerre a enclenché le cycle des promesses non tenues et des illusions, enfin, à capital variable, à capital érodable. Je pense qu'elle a puissamment contribué à révéler l'Algérie à elle-même. Alors, est-ce que ce sont des occasions manquées donc, même si l'histoire n'est jamais écrite, préécrite, même s'il y a des carrefours de l'histoire où la décision hésite à se prendre, les blocages et les refus comportent en système leur propre logique, d'où le 1er novembre 1954. Bien, je pourrais vous raconter, j'ai interrogé aussi Farhat Abbas, j'ai interrogé le docteur Benjeloul, enfin beaucoup de gens, mais j'aurais trop de choses à vous dire. Ben Bella, oui, pour ce qu'il avait à dire, Ben Bella. Mais j'ai interrogé Aït Ahmed aussi. Parce qu'on a estimé en 1962 que l'Algérie étant indépendante, on a gelé en 1962, au taux de 1962, les pensions, alors que pour les Français de France, elle a continué à évoluer.